Un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ancien agent des PTT qui était communiste et qui avait suivi les écoles de cadre de la CGT, je crois, d'abord à Viroflay et ensuite à Prague. Et il était tout à fait formé, initié, il a commencé par rassembler ces gens et à partir des mécontentements, il était facile de créer une unité de revendication. Je ne sais pas comment Sékou Touré avait réussi, au cours d'une élection locale, à obtenir un poste de conseiller général. Mais alors que sa population qu'il contrôlait n'était pas comptée ni comptabilisée, car c'est des gens venant d'ailleurs, lui avait conscience de posséder dans ce milieu une autorité véritable, et c'était réel. Mais il n'était pas reconnu, c'était un peu le malfrat qu'on écarte, le turbulent, le sommeur de pagaille, que les chefs négligeaient et que l'administration traitait assez sommairement. Il avait comme représentation politique légale un poste de conseiller général sur 50 et aucun des postes de député ou de sénateur. De sorte qu'il lui était facile de se plaindre de cet état et que son mouvement s'implantant avec beaucoup de sens de l'organisation, beaucoup d'habileté, car ça, il savait faire. Il avait créé partout des cellules revendicatrices. Il est facile de rassembler, sur un mécontentement, il est toujours facile de rassembler les gens. Sékou Touré a mis tout le monde en grève pour défendre le code du travail, pour faire sortir le code du travail. Travail égal, salaire égal. Alors là, tous les travailleurs, ma foi, nous nous étions des crières publiques. À l'époque, on n'a pas les moyens de micro et autres là, ou de radio, non. Vous sortez dans la rue, tous les travailleurs sont convoqués aujourd'hui au cinéma Rialto. Tous les travailleurs en grève sont demandés par le secrétaire général Sékou Touré au cinéma Rialto. Et de là-bas, c'est plein bombé à claquer, la route est barrée et personne ne passe. Personne n'osera passer. Mais quand Sékou Touré bouge de l'hôtel du Niger, il est dans la main jusqu'à dans la salle. Dans la main de Jean en l'air, jusqu'à dans la salle de conférence. Et quand il rentre, quand il n'y a rien, le gouvernement général n'a rien dit, il dit la grève continue, parce que ça doit continuer. C'est là que nous avons poussé la grève jusqu'à 112 jours. Oui. 2 mois, 10 jours bien sonnés.
Au départ, il n'a pas pensé à l'indépendance immédiate. Mais il dit, si cela n'est pas prévu dans la Constitution, nous allons aller à l'indépendance. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit, ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. De Gaulle, c'est lui qui a pris l'initiative d'accepter que les territoires votent séparément, par oui ou par non. C'est-à-dire l'indépendance immédiate ou la communauté franco-africaine. C'est lui, personne ne l'a imposé. Partant de là, nous avons dit que nous allons organiser une mobilisation générale de toute la population pour qu'il reçoive un accueil comme il n'en a jamais vu. De l'aéroport Bassia, dont vous connaissez, jusqu'à côté de la présidence là-bas, le monde était serré comme ça. La haie était formée d'hommes de Conakry, de l'aéroport jusqu'à la ville de Conakry. De Gaulle a bien entendu ça. Mais pour lui, il croyait que Sili c'est lui. C'est pas lui. Sili c'est Sékou Touré, c'est l'éléphant. Oui, c'était pas lui, c'est l'éléphant. Le vote de 58 n'a pas été organisé par Sékou, ni son parti. Ça a été organisé par la France coloniale qui était là. Et la Guinée, à plus de 99%, a voté pour la rupture, c'est-à-dire pour l'indépendance. Avant d'arriver à l'Assemblée territoriale, le général de Gaulle a un entretien bref avec Sékou Touré, en tête-à-tête, à la résidence du gouverneur, et pendant ce temps-là, le ministre et moi, nous lisons le discours que va faire Sékou Touré et que le gouverneur Maubernat nous communique. J'étais d'ailleurs de très mauvaise humeur vis-à-vis de Maubernat parce que j'aurais dû recevoir ce discours, au moins par téléphone ou par télégramme, la veille ou l'avant-veille, pour pouvoir éventuellement demander des corrections, et en tout cas pour le communiquer au général de Gaulle, pour qu'il sache à quel discours il répondrait. Or, Maubernat s'est mal débrouillé, j'étais un mauvais gouverneur d'ailleurs, Maubernat s'est mal débrouillé et il n'a le discours de Sékou Touré que depuis le matin même. Et c'est ce discours que Maubernat communique à Bernard Cornut-Gentille, le ministre de la France d'Outre-mer, et moi, pendant que le général de Gaulle est en train de parler avec Sékou Touré dans le bureau du gouverneur. Donc, je parcours ce discours, je dirais en diagonale, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et Bernard Cornut-Gentille a la même technique que moi, il lit très vite ce discours. Nous avons la même... nous retirons de notre lecture la même impression, c'est que ce n'est pas un bon discours, mais que ce n'est pas un discours désastreux non plus.
Sékou Touré ressort ses formules habituelles, mais il n'y a dans ce discours que des, disons, que des points d'accrochage et non pas des choses inacceptables. Le discours a été rédigé par une commission. Une commission dont Sékou Touré même était membre. Vous comprenez? Les idées venaient, et on les cochait, et au fur et à mesure, après on a repris l'ensemble et on a procédé à des corrections. C'est pas Sékou qui a écrit. Il ne s'est pas enfermé pour écrire le discours. Le discours a été rédigé par une commission. Et même pour les congrès intérieurs, congrès du parti, c'était le même principe. Son discours de politique générale qu'il faisait, il le répartissait entre nous tous. Nous lisions, chacun apportait ses corrections, les lui renvoyait. Il avait une mémoire d'éléphant. Les lui renvoyait et il convoquait une réunion et on discutait pour avoir la mouture définitive. C'est ça que nous étions toujours d'accord sur l'ensemble des sujets traités et aucun de nous ne pouvait se vanter, se prévaloir tout au moins de dire que c'est lui qui a rédigé le discours. Non, ça n'existait pas. Nous le considérions comme un symbole. C'est-à-dire qu'il était le leader. Cela ne signifiait pas qu'il était le plus instruit. Mais il se trouve que de par son cheminement, c'est lui que les populations connaissaient le plus. Et comme c'était un très bon tribun, nous le considérons comme un symbole. Nous arrivons à l'Assemblée territoriale où il y a naturellement tous les conseillers, où il y a un grand nombre de fonctionnaires qui ont été invités par Sékou Touré et autour de l'Assemblée, une grande foule qui a été rassemblée par Sékou Touré pour écouter le discours parce que Sékou Touré s'est arrangé pour faire une sonorisation à l'extérieur, c'est-à-dire que son discours, qui est normalement un discours de style parlementaire, c'est-à-dire qu'il devrait s'adresser à l'intérieur de l'Assemblée, au général de Gaulle et aux membres de l'Assemblée qui sont là. Ce discours devient un discours public, puisque il y a des haut-parleurs partout, à l'extérieur, tournés vers la foule que Sékou Touré a rassemblée. Nous avons préconisé d'ailleurs de venir en tenue africaine, tenue locale. Moi, j'étais l'un des rares à être en costume ce jour-là. Mais les Kouramouo Doumbouya, beaucoup d'autres étaient venus en grand boubou, avec même des chapeaux de paille, un vrai paysan. De telle sorte qu'il était difficile de reconnaître qui a été conseiller tout le temps, qui ne l'est pas. C'était en quelque sorte pour dire à De Gaulle, non seulement il y a des fonctionnaires qui sont d'accord, mais il y a aussi des paysans parmi nous qui sont d'accord. Il y a aussi des chefs traditionnels qui sont d'accord, puisqu'on s'est habillé de telle sorte qu'on ne pouvait pas dire qui n'est pas chef, qui n'est pas fonctionnaire, qui est paysan. Tout le peuple était mobilisé, motivé. Des hommes, des délégués sont venus de partout. Tous les responsables politiques à travers le pays étaient là. Tous les chefs de canton sont venus aussi. Tous les colons qui étaient dans ce pays étaient là. Les planteurs, commerçants, tout le monde était là. Et il fallait écouter les deux hommes. Et là, Sékou Touré se met à lire son discours sur un ton extrêmement agressif. C'est-à-dire que il passe en douceur, si je peux dire, la plupart des passages et il se met à crier, même je dirais à hurler, sur les passages agressifs. Ce qui donne immédiatement au discours une tonalité très différente du texte écrit. En d'autres termes, le discours de Sékou Touré se transforme premièrement en discours public,
alors que ça ne devait pas être ça du tout. Et deuxièmement, je dirais en manifestation, car il y a une véritable manifestation qui s'organise, qui est organisée par Sékou Touré autour de l'Assemblée. Il est clair que dès lors, le climat psychologique est complètement transformé. Nous semblions déjà les sentiments d'orgueil de De Gaulle. Nous avons exploité ce sentiment d'orgueil. Il y avait deux personnalités en présence, Sékou Touré, qui a la dignité à fleur de peau, et De Gaulle aussi qui a les mêmes sentiments. De Gaulle est patriote, Sékou Touré aussi l'était. Je ne dirais pas qu'il est en colère, mais il a été blessé. Il a considéré qu'il était l'objet d'une sorte d'injure de la part de Sékou Touré et que par conséquent, il doit répondre d'une façon extrêmement ferme et catégorique. Et c'est ce qui se passe. Donc Sékou Touré reçoit la réplique du général de Gaulle en pleine figure. Il est vraisemblable qu'il ne s'attendait pas, lui non plus, à une réplique comme celle-là. Le mot, vous pouvez voter, vous pouvez prendre l'indépendance le 28 septembre en votant non, a été plus applaudi que le discours du président Sékou Touré. Voyez-vous? Et j'étais à côté des colons qui, en désespoir de colons, disaient oui, voilà, c'est comme ça qu'un homme doit parler, parlant de De Gaulle. Ils l'ont dit, c'est vrai. Ce jour-là, c'est un mot d'ordre. Ouessataoui, notre convention. Ouessataoui en Soussou, c'est notre convention. Dans tous les bureaux de vote. Ouessataoui. Notre convention, c'est de prendre non et laisser oui. C'est là. Mais c'était calme, calme, calme. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement, rien. Chacun partait voter tranquillement et rentrait chez lui. Rien. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien. On dirait qu'on partait au marché. On va, on paye, on revient, c'est tout. Ah ouais. Il y avait le bulletin non ici, le bulletin oui. Et publiquement, il y en a même qui ne prenaient même pas la peine de prendre les deux bulletins pour aller dans les... Non, ils ont dit, bon, écoutez, comme c'est ça là qui fait l'indépendance, ils prennent le bulletin, carrément, ils mettent là-dedans. Voilà. Tout le reste de l'Afrique occidentale et toute l'Afrique équatoriale vote oui. C'est-à-dire que la Guinée se trouve toute seule ayant voté non. Et alors, dès le lendemain matin, la Guinée devient indépendante. Le général de Gaulle dit qu'elle a fait sécession. C'est une sécession qui aboutit à l'indépendance pure et simple. Et l'application se fait très très vite. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, sur Violaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission, c'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations
que je lui indique. Et cela se fait très très vite. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance. Même les cadres français qui étaient là au poste de télécommunication sont partis avec tous les schémas. Donc nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, ceux à l'énergie c'était pareil, etc., etc. Des archives enlevées. À l'époque, j'avais une caméra derrière moi, de mon bureau. J'habitais à côté j'avais mon bureau juste à côté du palais du gouverneur. Bon, ben, j'avais filmé des agents qui cassaient la vaisselle dans la cour. L'administration coloniale avait tout pris, tout saisi dans les bureaux. Les bureaux, il n'y avait même plus de bloc-notes. Monsieur Pierre Mesmer, qui était haut-commissaire de la Guinée, haut-commissaire de la France à Dakar, il a envoyé des soldats, des parachutistes, pour venir vider les caisses de la banque. Il a pris tout l'argent qu'il y avait. C'était pour mettre le pays à plat dès le départ. Quand nous avons voté non, nous avons été admis à l'ONU. À partir de l'ONU, nous avons mené beaucoup d'actions. Et les autres cadres du RDA, dont Houphouët lui-même, étaient très gênés quand nous nous rencontrions à New York ou alors à Astoria par exemple, où on le mettait de côté pour que le chef d'État Sékou Touré passe. C'est ainsi d'ailleurs que Houphouët a été le premier à dire à De Gaulle vraiment que la communauté est dépassée. Parce que nous, on commençait à avoir des relations un peu partout, que ce soit à l'Est, que ce soit dans les pays africains. Et quand ils venaient, quand nous avions envoyé déjà des stagiaires comme pilotes et autres, alors quand ils voyaient des avions pilotés par des nègres, c'est le cas de dire, ça faisait quelque chose. La liberté, en votant le 28 septembre, non à la domination, oui à notre indépendance. Pour cela, nous avons préféré, sans équivoque, du référendum. Liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permet à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. The General Assembly decided to admit the Republic of Guinea to membership in the United Nations. Pour la liberté, l'égalité et l'amitié des peuples. Pour la coopération internationale dans la paix et la justice, vive l'Organisation des Nations Unies. J'ai bénéficié d'une bourse guinéenne pour aller aux États-Unis. Mais il y en avait partout. Dans tous les pays du monde. En Chine, en Union soviétique, à Pékin, je vais dire aux États-Unis. Partout. À Bruxelles, en Italie. Il n'y a pas un pays. Parce qu'on avait la coopération avec une centaine de pays.
C'était seulement avec la France qu'on avait des problèmes. Tous les autres pays étaient là. Foccart a essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent elle a été démontée. Il n'y a pas eu de tentative réelle. Il y a eu une préparation, mais une préparation qui n'a pas abouti à une tentative de coup d'État. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. L'ambition de la Guinée était d'être le champion de l'indépendance de l'Afrique. Nous avons dit et nous avons répété. Nous avons dit, tant qu'il reste un morceau, un terrain africain dans les mains d'un colonisateur, la Guinée n'est pas libre. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence et l'esclavage.